Je commencerai cette table ronde en vous demandant à vous, Fatouma, donc vous êtes, je le disais, porte-parole des locataires de Justice Ensemble et également vous êtes représentante d'un syndicat de locataires à Aubervilliers qui s'organise pour faire valoir leurs droits auprès de leurs bailleurs et notamment lorsqu'il s'agit de demander des travaux de rénovation pour des logements parfois très dégradés, parfois très énergivores, avec des difficultés qui s'accumulent également, vous en parlerez. Et je voulais justement vous demander peut-être de nous décrire le quotidien des personnes qui vivent dans ces conditions de logement que vous accompagnez, que vous représentez ce soir. Bonsoir à tous. Donc, je suis vice-présidente de Justice Ensemble et je suis aussi administratrice à l'OPH d'Aubervilliers en tant que représentante des locataires. Donc, le quotidien des personnes qui vivent dans des logements passoires thermiques, je vais vous donner un exemple, une journée type. Excusez-moi, je suis un peu stressée. Alors, le matin, au réveil, on allume le chauffage d'appoint pour un peu réchauffer la pièce de vie, pour réveiller les enfants, pour pouvoir les habiller, aller à l'école. Au retour, on éponge les fenêtres, les murs pour certains, la salle d'eau pour certains, parce qu'avec la condensation, l'humidité, si c'est pas fait, au bout de 2 jours, c'est les moisissures qui apparaissent, avec les odeurs qui vont avec. Ensuite, on éteint le chauffage d'appoint parce que c'est quand même un coût énergétique très élevé et les gens n'ont pas forcément les moyens de supporter les factures. Ensuite, on essaie de préparer un repas très rapidement pour pouvoir aller chercher les enfants à l'école. On revient, on allume le chauffage d'appoint pour pouvoir réchauffer la pièce le temps du dîner. Ensuite, on reprend le chauffage d'appoint, on les ramène dans les chambres pour chauffer les chambres le temps que l'enfant s'endort. Et ensuite, on réteint très rapidement pour éviter que les coûts énergétiques flambent. Parce que pour certains, c'est vraiment flambé, c'est même plus élevé, c'est vraiment, ils ne supportent plus. Et ensuite, pour les parents, on va dans la pièce de vie pour pouvoir s'occuper des factures, des tâches à faire avec une grosse couverture, parce que ce n'est pas supportable pour certains en fait. Alors le quotidien aussi de ces personnes, c'est trouver des solutions pour pouvoir pallier à tous ces problèmes d'humidité, d'infiltration. Alors les solutions qu'on essaie d'avoir, c'est dans un premier temps, c'est qu'est-ce qui peut être fait dans l'immédiat par le bailleur pour que le logement puisse être vivable, tout simplement. C'est vraiment ce que les gens demandent. C'est même plus le confort qu'ils demandent. C'est vraiment un logement décent, mais vraiment le basique. Juste avoir chaud. Ensuite, ce que je peux dire aussi du quotidien de ces personnes, c'est aussi au quotidien, c'est chercher des solutions à l'extérieur pour pouvoir supporter justement les coûts des factures énergétiques. Donc, pour certaines personnes, il y a la facilité de faire les démarches, mais pour certaines personnes, il n'y a pas cette facilité de démarche, notamment pour aller voir les services sociaux parce que tout simplement, ils ont honte. Pour certains, c'est vécu comme une honte. Pour d'autres, c'est les problèmes aussi de la facture numérique. Ils ne savent pas parce que plus souvent, ce qu'on constate, c'est que tout est fait en ligne. Donc, il y a des aides, mais ils ne savent pas comment les obtenir. Et finalement, ces personnes s'isolent en fait. Et c'est là que nous, notre association intervient en fait. Aller chercher ces personnes pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que beaucoup de personnes, que ce soit dans le parc social ou bien le parc privé, vivent les mêmes conditions de vie qu'eux et qu'il faut lutter. Lutter pour avoir des victoires, lutter pour qu'il y ait des rénovations qui soient faites par les bailleurs ou bien par certains propriétaires rentiers, parce que nous on appelle ça des propriétaires rentiers parce qu'ils ne vivent pas dans l'immeuble mais ils ne veulent pas aussi faire les travaux parce que c'est une perte d'argent pour eux. Donc nous vraiment l'association, notre but à nous c'est de mener un combat collectif. C'est pour ça que dans le cadre de Justice Ensemble, on a créé Locataires Ensemble
Donc, c'est au plan national, on est un peu partout, que ce soit en Île-de-France, à Grenoble, à Lyon, et qu'on essaie de mener une lutte au niveau national, notamment par la mise en place d'une grève de loyer. Donc, par la consignation, bien sûr, à la caisse des dépôts, hein, les gens continuent à payer leur loyer, mais c'est consigné pour ne pas s'endetter. Encore plus, on en est à là. Merci. Non, merci, bien sûr. Effectivement, vivre dans un logement froid, humide, mal ventilé, vous le dites, c'est aussi se restreindre tous les jours pour éviter des factures d'énergie. Oui, tous les jours au quotidien, on se restreint pour éviter les factures énergétiques. Il y a certaines personnes qui n'ont même plus de loisirs, qui ne sortent plus pour limiter les coûts. Donc, pas de sortie, pas de restaurant, rien de tout ça en fait. Parce que tout ça, c'est considéré maintenant comme du luxe. Et après, il y a plein de personnes aussi, que ce soit des locataires du social ou du privé, qui, on va dire, c'est comme je dis, c'est vraiment, ils s'isolent en fait, parce que même les voisins, ils ouvrent plus leurs portes même aux voisins, quoi. Tellement ils veulent pas qu'on voit l'intérieur de leur logement, parce que comme on dit, arrivé à un certain degré, les gens, ils ont honte. Ils ont honte parce que ce n'est plus humain en fait. Ils ont peur d'être jugés, et c'est l'isolation, et pour certains cas de locataires que ça va même à la dépression, et ça va même plus loin en fait. Et donc c'est pour ça que la rénovation énergétique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut porter haut et fort, et qu'il faut que tout le monde se sente concerné en fait. Merci Fatouma. Effectivement, en France, 75% des consommateurs se restreignent pour éviter des factures trop importantes. C'est des chiffres du médiateur de l'énergie qui ont été publiés l'année dernière. On parle de restrictions ici, parfois quand c'est impossible et qu'il faut quand même se chauffer, on peut rentrer dans une spirale de surendettement. L'année dernière, en 2023, c'est plus d'1 million de coupures et de réductions de puissance qui ont été appliquées à cause de factures impayées. C'est un record sans précédent. Et ça montre aussi que la précarité énergétique, c'est une addition de difficultés, qu'elle n'arrive jamais seule. Il faut rappeler qu'en France, on a 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, 8 millions de personnes qui sont en insécurité alimentaire. L'année dernière, on a vu une augmentation de 17% du nombre d'expulsions locatives. Avec 19 000 expulsions l'année dernière, c'est 150% de plus qu'il y a 20 ans. Donc on voit bien que cette précarité énergétique-là, elle s'inscrit aussi dans une précarité généralisée qui se confronte à un parc aussi dégradé, énergivore, parfois indigne. Et donc évidemment, la rénovation, c'est la priorité, mais il y a quand même urgence à protéger les ménages contre les prix de l'énergie, les aider aussi à payer ces prix-là. Il y a eu évidemment la crise énergétique que personne n'a pu ignorer, avec des protections assez importantes qui ont été mises en place par le gouvernement, le bouclier tarifaire qui a coûté plus de 44 milliards, même 70 milliards si on compte vraiment toutes les implications, qui a permis de limiter quand même cette hausse sur les factures, mais qui a quand même impacté de nombreuses personnes. Mais aujourd'hui, ce bouclier tarifaire-là, il s'éteint. Et même si les prix aujourd'hui se sont stabilisés, ils restent très hauts. Et malheureusement, on est dans un contexte où les dispositifs pour aider au règlement des factures d'énergie se limitent au chèque énergie, qui est un dispositif qui est un chèque envoyé automatiquement à 5,6 millions de ménages par an. C'est très peu. Ça veut dire tous les ménages qui gagnent moins de 11 000 euros par an par revenu fiscal de référence. On n'est même pas au niveau du seuil de pauvreté, avec en moyenne 150 euros par an pour les aider. Donc c'est déjà très peu, et malheureusement aujourd'hui il y a une réforme en cours, Christophe le disait tout à l'heure, qui mettrait fin au versement automatique de ce chèque et qui compliquerait encore plus l'aide aux ménages pour payer leurs factures. Donc nos associations, les associations de consommateurs sont très inquiètes à ce niveau-là. Et donc ça me permet de faire la transition et de m'adresser à vous, Alma Dufour. Vous êtes députée La France Insoumise, vous êtes également militante écologiste. Je crois que vous estimez que la réponse de l'État ne permet pas vraiment de répondre concrètement aux enjeux qui sont décrits par Fatouma. Est-ce que vous pourriez nous parler de la proposition de loi sur le blocage des prix d'énergie que
portera bientôt la France Insoumise à l'Assemblée nationale. Et est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour protéger les ménages qui sont déjà en restriction, justement? Merci beaucoup. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à toutes et tous d'être présents. Merci de soulever ce sujet qui est effectivement fondamental, et on le voit qu'aujourd'hui, les factures d'énergie sont devenues le premier problème en termes de pouvoir d'achat des Françaises et des Français, si on en croit le baromètre du Secours populaire. Donc vous avez parlé du médiateur de l'énergie, vous avez parlé des gens qui ont froid, et c'est vrai que dès septembre, le Secours populaire rendait un sondage qui démontrait qu'une personne sur deux disait avoir du mal à payer ses factures d'énergie en France. Donc ça concerne évidemment les gens en grande précarité dont on a parlé et que vous avez montré dans le reportage photo, mais aussi de plus en plus de classes populaires et de classes moyennes, on va dire, et des gens de tous les jours que je rencontre dans ma circonscription. Et vraiment, quand on fait du porte-à-porte, c'est le principal problème que dont les gens nous font part dès l'entrée dans le logement, c'est effectivement la moisissure, l'état des logements, notamment dans le parc social, avec des logements très dégradés. C'est-à-dire les photos que j'ai vues, c'est vrai que c'est une réalité quotidienne. J'ai vu des logements encore pires que ce que vous avez vu dans le reportage photo, des enfants qui ont des crises d'asthme, qui peinent à ce que les bailleurs fassent les travaux. Même l'ARS, donc l'autorité régionale de la santé, qui a pourtant le pouvoir de faire des inspections sur la salubrité des logements, qui ne le fait pas forcément quand on lui demande de le faire. Et donc globalement des familles qui sont laissées seules face à ces situations qui sont par moments effrayantes. Après, en termes de prix, j'observe vraiment avec effarement effectivement des baisses de consommation forcée qui vont très très loin, c'est-à-dire des parents qui dorment dans la même chambre que leurs enfants pour chauffer qu'une chambre, des gens qui me confient dormir dans le noir, vivre dans le noir et n'allumer la lumière que quand ils mangent, parce qu'ils ont peur de leurs factures, donc des gens qui se chauffent plus. J'ai fait un appel à témoignages justement dans le cadre de cette proposition de loi, des gens qui me disent qu'ils calfeutrent leurs fenêtres au papier journal, des choses. Et encore une fois, je ne vous parle pas que des pires cas, il y a des cas vraiment, je tombe dessus par hasard en faisant du porte-à-porte, vraiment comme, je vais au hasard, dans un bâtiment au hasard, et en fait, il y a plein de personnes qui remontent ces problèmes-là. Donc c'est pas... Je ne suis pas ciblée par les gens qui sont dans des difficultés particulières. J'ai l'impression que c'est au tout venant et que ça commence vraiment à se généraliser. Et évidemment, les classes moyennes se restreignent moins. Néanmoins, elles disent quand même avoir des problèmes, et notamment aux périodes de régulation de factures, où là, ça devient un peu le tout venant. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui reçoivent des 200 €, des 500 € de régulation de facture. Il y a des gens qui ont des maisons qui me confient qu'ils sont que deux dans la maison, ils payent plus de 300 € par mois d'électricité. Enfin, tout le monde a l'impression d'être complètement dépassé, et surtout qu'il faut avoir fait Polytechnique pour comprendre maintenant sa facture d'électricité avec des offres promotionnelles qui ne veulent rien dire, des fournisseurs qui ont un démarchage très agressif, qui vont vous proposer des mensualités très alléchantes, mais qui font des estimations à la baisse de votre consommation, et qui du coup, arrivé la fin de l'année, vous retrouvez avec 200, 300, 500 € en plus. Sauf que si vous êtes à 1 700 € par mois, c'est pas des sommes que vous pouvez sortir comme ça. Donc j'ai déjà rencontré des gens qui ont dû se créditer pour payer des régularisations de consommation d'électricité. J'ai rencontré une dame qui avait 3 000 € d'impayés chez Total Énergie, une maman isolée avec son bébé, mais qui travaille. Vraiment, c'est une plaie qui s'abat sur les citoyens. Et pour rentrer dans le vif du sujet, je partage tout à fait tous les constats qui ont été faits sur le fait qu'il faut rénover les logements, que c'est un de nos principaux défis, que c'est important pour la planète, que c'est important pour la santé des gens, puisqu'on en a parlé, que c'est important aussi pour les équilibres offre-demande d'électricité, tout simplement, parce qu'en fait, avec l'électrification des usages, la décarbonation, d'ici 2040, on n'aura pas beaucoup plus d'électricité produite. Enfin, il faudra accélérer considérablement sur les renouvelables, mais c'est encore un autre sujet. Mais néanmoins, on va se retrouver par moments avec des périodes de tension entre offre et demande, et effectivement, l'énergie qu'on ne consomme pas est la meilleure, et la rénovation énergétique est un enjeu stratégique majeur. Mais ça fait des années qu'on le dit, il y a des sommes qui ont été investies, pas assez. Vous avez aussi fait part des coupures budgétaires, j'y reviendrai peut-être en fin de mon propos. Mais il y a une donnée qui a changé, c'est l'explosion des prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est avec un parc qui est très difficile à rénover, et à mesure qu'on investit en plus pas suffisamment, il faudrait un siècle aujourd'hui pour rénover toutes les passoires énergétiques de France au rythme auquel on s'y est pris ces dernières années. Mais ce qui a vraiment changé ces 3 dernières années, c'est les prix qui ont explosé. Le tarif réglementé de vente de l'électricité, par exemple, a pris 45% en 3 ans. Alors on peut vous dire que ça aurait été pire si on n'avait pas eu de bouclier tarifaire. Nous, on ne voit pas du tout
la chose comme ça. Pourquoi ? Parce que, mis à part une petite période de l'année 2022 où effectivement on a eu un gros problème en France, c'est que la moitié des réacteurs nucléaires étaient à l'arrêt, donc on produisait pas assez d'électricité, ça c'est certain. En réalité, là, quand on revient à une période normale sur la production, nous avons une des électricités les moins chères d'Europe. Et nous sommes excédentaires, c'est-à-dire que la France est le premier exportateur net d'électricité, mais de façon structurelle et lourde européen. Donc en fait, à l'inverse du gaz où on n'est pas producteur, où on est très dépendant des prix sur les marchés internationaux, à l'inverse du pétrole où c'est la même chose, l'électricité c'est un peu différent. En fait, 80% de l'électricité est produite par EDF. EDF, je ne sais pas si vous le savez, mais a été racheté intégralement par l'État et EDF est détenu à 100% par l'État. Et le coût de production de l'électricité moyen en France, il est autour de 70 € le mégawattheure. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en gros, il est 2 fois inférieur que le prix de l'énergie auquel vous payez vos factures dans le tarif réglementé de vente de l'électricité. Donc déjà, nous, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, il faut bien sûr continuer de s'atteler au chantier des rénovations, pour les prix, mais aussi pour la santé et pour le climat. Mais il y a un moyen d'agir immédiatement pour réduire au moins par 2 les factures d'électricité des ménages, pas que des ménages d'ailleurs, aussi des TPE, etc., qui ont aussi beaucoup pâti de la crise. Et ça, c'est totalement possible en revenant à un système qui était le système que l'on avait auparavant, c'est-à-dire qu'avant la libéralisation progressive du marché européen de l'électricité, la construction d'un marché où le prix est calculé au niveau européen, et c'est-à-dire qu'on va payer par moment la vulnérabilité d'autres États sur leur production énergétique. C'est le mode de calcul du prix de l'énergie aujourd'hui inclut les centrales à gaz qu'il faut allumer à l'autre bout de l'Europe pour faire un prix commun énergétique, même si certains jours ça varie. Néanmoins, aujourd'hui, la France paye beaucoup plus cher que ce qu'elle devrait payer. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut revenir au monopole, au service public de l'électricité dans lequel on était avant la libéralisation, c'est-à-dire un seul acteur public, EDF, dans lequel en fait l'État investit déjà, puisque c'est déjà le cas et ça nous coûte quand même pas mal d'argent. Ça nous a coûté 12 milliards de racheter les actions au privé pour EDF, et qu'on pourrait vous proposer une électricité à son coût de production quasiment, avec une marge pour les investissements, l'entretien du réseau, etc. Et ça, c'est ce que je vais défendre dans 3 semaines, c'est totalement possible, c'est totalement rationnel. Sur l'électricité, en tout cas, c'est le plus simple à faire. Comme je disais, sur le gaz, sur le fuel, sur toutes ces énergies qu'on ne produit pas, dont on est dépendant géopolitiquement et qu'on importe, on va essayer d'encadrer les marges des acteurs qui sont en France, c'est-à-dire les marges de la distribution, de la commercialisation, sur le pétrole, les marges du raffinage dans la mesure du possible. Néanmoins, effectivement, les prix de marché internationaux resteront les prix de marché internationaux, et ça, c'est des données qu'on maîtrise moins. Sur l'électricité, on ne devrait pas du tout en être là, et c'est ça qui me brise le cœur. C'est une crise qu'on a auto-créée, honnêtement, et ce qu'on propose dès 3 semaines, c'est de revenir à la rationalité, c'est-à-dire des prix 2 fois moins chers. Et je précise juste, parce qu'on nous a beaucoup critiqué sur le fait que des gens confondent le fait de revenir à un prix national avec le fait de sortir du marché européen de l'électricité, enfin en tout cas de plus échanger de l'électricité avec nos voisins. C'est absolument faux. Avant qu'il y ait le marché européen et ce prix européen de l'électricité, nous échangions d'ailleurs tout autant d'électricité avec nos voisins. C'était les opérateurs monopolistiques, donc EDF, qui achetaient avec ses voisins allemands, qui prévoyaient ce qu'il avait besoin d'acheter en période où nous on est en déficit, etc. Et donc de toute manière, ça existait déjà. Et donc il ne s'agit pas du tout de s'isoler, de refuser d'exporter de l'énergie ou d'en importer, ça ne marcherait pas. Mais néanmoins, c'était un système qui existait déjà avant et qui marchait beaucoup mieux. Et je finirai juste sur le bouclier tarifaire, parce qu'on peut dire que c'est une protection. Bon, quand les factures augmentent de 45% en 3 ans, je ne sais pas quel est exactement le niveau de protection dont estiment avoir bénéficié les consommateurs, mais on peut dire que ça aurait été pire si on n'avait rien fait. Néanmoins, et là c'est pas la France Insoumise qui le dit, c'est un rapport de la Cour des comptes, donc c'est la Cour des comptes qui a rendu un rapport en février 2024 qui est très critique sur ce dispositif, qui dit quand même qu'il y a plus de la moitié de cet argent qui est plutôt parti dans les marges des acteurs de l'énergie, c'est-à-dire qu'ils estiment qu'elles ont fait des marges de quasiment 100%. 100%, c'est un miracle économique. Enfin, je veux dire, déjà 45%, c'est des très grosses marges. Quand on fait 100% de marge, c'est que globalement, vous avez capté un effet d'aubaine assez conséquent. On ne peut pas prouver comment ici sont pris exactement. C'est d'ailleurs l'objet de toutes les auditions que je suis en train de faire dans le cadre de cette proposition de loi. Je vous assure que c'est un casse-tête. Mais quoi qu'il en soit, les chiffres sont sans appel. Au final, ça fait quand même du 100% de marge dans le secteur. Et donc le coût dont vous avez parlé, plus de 30 milliards d'euros rien que pour l'électricité, c'est plus de 6 ans de rénovation, d'investissement public dans la rénovation énergétique des logements. C'est-à-dire c'est un argent qu'on a dépensé pour éteindre le feu qu'on avait nous-mêmes créé et qui aurait été bien mieux employé
dans de l'investissement réel, matériel, justement, dans la rénovation du parc, qui reste tout à fait nécessaire, et je partage, mais qui prendra beaucoup plus de temps, et vous l'avez dit. Voilà, je m'arrête là pour l'instant. Oui, et on parlera tout à l'heure de rénovation. Effectivement, ce bouclier tarifaire qui a aussi bénéficié surtout aux ménages aisés qui consomment effectivement plus d'énergie. En laissant pour le moment encore la question de la rénovation de côté, Lionel Causse, je m'adresse à vous. Vous êtes député ensemble, vous connaissez bien les questions d'habitat. Est-ce que vous partagez le constat d'Alma, et vous allez sans doute en débattre dans 3 semaines à l'Assemblée, mais que pensez-vous de ce blocage des prix qui est proposé? Est-ce que vous pensez que c'est une solution adéquate, notamment à l'heure où le chèque énergie est mis en danger dans le projet de loi de finances, en tout cas dans son envoi systématique aux ménages? Merci beaucoup déjà pour l'invitation et pour cette initiative de notion fondamentale, mais aussi un sujet social et humain, puisqu'on l'a vu dans les témoignages précédents, il touche beaucoup de gens et de façon, je dirais, profonde, puisqu'il touche la dignité des hommes et des femmes qui aujourd'hui, malheureusement, sont de plus en plus nombreux. Sur les sujets de tarification, bon, j'entends cette proposition, j'attends de la voir, hein, je ne l'ai pas encore vue, donc je verrai, j'analyserai le moment venu. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que déjà en 2022, j'avais porté ces enjeux-là. On avait essayé de porter ces enjeux-là avec Hubert Wulfranc, mon collègue du groupe communiste à la Commission de développement durable et aménagement du territoire. J'avais demandé depuis 2017 une mission sur la tarification sociale de l'eau et de l'énergie. J'avais été maire avant d'être député, j'avais mis une tarification sociale de l'eau. Et je ne comprends toujours pas pourquoi d'ailleurs, non seulement l'ensemble du territoire français n'utilise pas cette possibilité législative, mais ensuite pourquoi on n'est pas allé jusqu'à l'énergie. Donc on a essayé de porter cet enjeu-là, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, mais c'est vrai que je suis plutôt militant, moi, d'une tarification sociale, en tout cas sur ces sujets-là, comme des territoires le font sur l'eau, alors de façon très différente. Mais on voit que l'eau, qui n'est pas régulée comme l'électricité, d'un territoire à l'autre, ça va du simple au double, voire plus. Hein. Donc, même si c'est géré par des syndicats, par des collectivités, c'est pas toujours aussi simple parce que, bien sûr, il y a le prix du transport et des investissements qu'il y a à faire, et sur certains territoires, c'est compliqué, mais il y a aussi la production d'eau qui peut aussi, sur certains territoires, coûter très cher en fonction en tout cas de l'accès et de la capacité, et c'est un petit peu le même sujet que l'on peut voir sur l'énergie, en tout cas sur l'électricité, parce que l'énergie c'est bien plus vaste que ça. Là, si j'ai bien compris, ça sera vraiment sur la partie électricité, la proposition de loi, mais c'est vrai que derrière, il ne faut pas oublier le gaz, il faut pas oublier toutes les autres sources d'énergie qui peut y avoir. En tout cas, voilà, moi, si on va sur une tarification sociale, et j'essaierai de débattre avec ma collègue là-dessus, pourquoi pas. Sur la volonté de sortir du marché européen, je suis assez mitigé pour plusieurs raisons, parce que je pense qu'aujourd'hui, moi je suis un pro-européen, défenseur de l'Europe depuis un plus jeune âge, je suis convaincu que c'est comme ça qu'on arrivera aussi à avancer collectivement et à apporter des réponses à moyen et à long terme, et que ce soit sur tous les sujets, y compris sur l'énergie, je pense qu'il faut qu'on ait des réponses communes. Alors certes, on exportait de l'électricité avant peut-être une tarification européenne, en tout cas un marché européen. Aujourd'hui, certes, globalement, on exporte, mais il y a des moments où on a besoin d'importer aussi. Donc il faut quand même être sur un marché qui soit régulé et un marché qui nous permette, je dirais, d'éviter d'être en constante évolution sur les prix des uns et des autres et de laisser certaines productions, certains pays qui pourraient peut-être aussi devenir excessifs à un moment ou à un autre, même si, et ça je le reconnais, c'est un point sur lequel il faut qu'on soit très vigilant, c'est que le prix de l'électricité en France est moins élevé que dans les autres pays européens. Il faut s'en réjouir, ce n'est pas, je dirais, un problème en tant que tel. Je pense que c'est aussi un attrait, bien sûr en termes de pouvoir d'achat, mais c'est aussi un attrait économique pour notre pays. Moi j'ai vu sur mon territoire des entreprises venir, et même s'il y avait à côté des taxes ou des charges un peu plus élevées, ils me disaient mais au moins on compense avec le prix de l'électricité par rapport à une installation en Espagne de l'autre côté de la frontière, puisque je suis pas très loin d'Espagne, etc. Donc il faut aussi profiter de cet élément-là, mais là on touche le secteur, je dirais, industriel, économique, et pas forcément pour les particuliers. En tout cas, si on veut faire baisser le prix de l'électricité, ce qu'a dit ma collègue, c'est que l'électricité à moins cher aujourd'hui, c'est celle qu'on ne consomme pas. Mais pour ne pas la consommer, il faut qu'on n'ait pas besoin de la consommer, sinon on arrive à ce qu'on a vu là.
Et pour ne pas avoir besoin de la consommer, il faut avoir des logements qui soient bas carbone ou qui consomment moins que les passoires énergétiques. Et c'est toute la trajectoire, je voudrais quand même y revenir au-delà du débat présent, mais je crois que c'est toute la trajectoire bas carbone qui doit nous amener en 2050 avec l'ensemble du parc de logements sur des logements qui doivent être rénovés et bas carbone en France. Et c'est cette trajectoire-là qu'il faut arriver à construire. C'est sûr qu'on est sur une réponse à moyen et long terme, mais c'est celle-là qu'il faut arriver à accélérer parce que c'est celle-là qui nous permettra un jour ou l'autre d'apporter des réponses pérennes et de pouvoir éviter définitivement, je dirais, les sujets de précarité énergétique. Parce que c'est sûr que si tout le parc, la totalité du parc avait été réhabilité depuis quelques années, on n'en serait peut-être pas là. Voilà, donc je crois que s'il y a des moyens à sortir, il faut quand même les sortir là. Il faut essayer d'accélérer cette ambition de la rénovation et je dirais de la transition énergétique sur le bâtiment de façon globale. Voilà, donc ça c'est un sujet qui me semble majeur et important. Merci. Un projet dont on parlera tout à l'heure et qui prend effectivement du temps et c'est pour ça que c'est important pour nous aussi de parler de comment faire face au prix de l'énergie en attendant de rénover ces 4,8 millions de passoires qui composent notre parc. Je vais donner la parole à Dan. Vous êtes élu local, vous êtes adjoint à la maire de Paris sur les sujets de transition écologique. Comment est-ce que vous voyez le rôle de l'échelle locale, justement, pour agir sur ces sujets-là? Est-ce que vous considérez que ce soit en palliant plutôt au manquement des dispositifs nationaux, plutôt en s'adaptant aux spécificités locales? On parle de rénovation énergétique. Comment est-ce que vous liez effectivement aussi ces questions-là à la question de la lutte contre l'habitat indigne? On sait, les logements indignes sont aussi des passoires énergétiques, mais aussi à la question de l'adaptation aux vagues de chaleur, puisque la précarité énergétique, c'est le froid, mais c'est aussi le chaud. Et malheureusement, aujourd'hui, on l'oublie un petit peu trop dans les rénovations qu'on subventionne. D'abord, merci beaucoup à la Fondation Abbé Pierre et à Christophe Robert pour cette invitation à ce débat pour la Journée nationale de la précarité énergétique. Merci beaucoup pour le reportage photo qu'on a vu tout à l'heure et qui était vraiment très, très saisissant sur ce que c'est que la réalité du visage de la précarité énergétique. Et je voudrais repartir peut-être de ce reportage photo pour dire que moi je suis un élu du 19e arrondissement, qui est un arrondissement populaire de Paris. Il y a 45% de logements sociaux dans le 19e arrondissement. Donc c'est un arrondissement où on voit ces situations de précarité énergétique. Et peut-être que je peux donner le point de vue d'un élu local en charge de la lutte contre la précarité énergétique. Ce qu'on constate, ce qu'on a constaté dans ce reportage photo, c'est ce qu'on voit aussi sur le terrain quand on discute avec les habitants des quartiers populaires. À Paris, on estime qu'il y a à peu près 100 000 ménages qui sont en situation de précarité énergétique, mais on a besoin de beaucoup mieux connaître la réalité et la diversité des situations. J'écoutais madame tout à l'heure décrire le quotidien de personnes qui sont dans cette situation. Et on a différentes configurations à Paris. Il n'y a pas uniquement ce que vous avez décrit et qui est inacceptable et qui est indigne pour les personnes qui vivent dans ces situations. On a aussi beaucoup de situations qui sont différentes à Paris et on a besoin de mieux les connaître. Donc on va mettre en place un observatoire parisien de la précarité énergétique dans les prochaines semaines avec les équipes de la ville qui travaillent sur cette question. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, il y a la question du froid, il y a la question de pouvoir se chauffer, de ne pas avoir à choisir entre se chauffer, payer son loyer, payer l'alimentation, payer les frais scolaires pour ses enfants pour pouvoir aller à l'école dans des bonnes conditions. Et on constate aussi la question de ce qu'on appelle la souffrance face à la chaleur très importante en été. On a 70% des habitants en quartier populaire qui disent souffrir de la chaleur et c'est par rapport à la moyenne de la population générale, c'est plutôt 50% qui disent souffrir de la chaleur en été, mais on le constate nous aussi dans les quartiers populaires de Paris. Alors qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on fait à Paris? On a décidé déjà en 2022, suite à la guerre en Ukraine et à l'explosion des prix de l'énergie et donc de la précarité énergétique, d'adopter et de faire voter un plan de lutte contre la précarité énergétique. Avec ma collègue Léa Filoche, qui est en charge des affaires sociales à Paris, nous portons ensemble ce grand plan de lutte à Paris. Évidemment, il y a les aides déjà pour aider les ménages à payer leurs factures d'énergie. À peu près à Paris, en moyenne par an, c'est à peu près 10 millions d'euros d'aides qui sont donnés aux ménages en situation de précarité énergétique,
avec des montants qui sont variables en fonction des situations. Mais ce qu'on constate, c'est l'augmentation très forte des gens qui ont besoin de cette aide pour payer leurs factures de fluide, que ce soit les factures d'énergie, les factures d'eau, enfin toutes les factures de fluide, donc à travers le Fonds Solidarité Logement. Et puis on a une aide spécifique à la ville de Paris qui s'appelle le Paris Énergie Famille, qui est vraiment dédiée au paiement des factures d'énergie. On a négocié, notamment avec EDF pour la fourniture d'électricité, l'augmentation de ces fonds. On a triplé le FSL énergie, on a très fortement augmenté le Paris Énergie Famille parce qu'on constate que la demande est véritablement très forte. Deuxième mesure, et peut-être le pilier central de notre action de lutte contre la précarité énergétique, c'est évidemment la rénovation énergétique des logements à Paris, qui est la première mesure peut-être sur laquelle on peut avoir une influence directe en tant que collectivité territoriale. Nous avons rénové à marche forcée notre parc de logements sociaux. À Paris, il y a 250 000 logements sociaux. On en a rénové à peu près 60 000 et on va continuer à les rénover. Ce qu'il y a, c'est que les rénovations sont de plus en plus importantes pour obtenir une efficacité énergétique dans la rénovation des logements sociaux. Donc on a un rythme de logements sociaux qui est de 5 000 logements sociaux éco-rénovés par an, qui nous aide à aider en particulier les locataires du parc social qui sont le plus en difficulté à Paris. Du côté du parc privé, on a 47 000 copropriétés à Paris et donc on a décidé, et on va adopter le nouveau plan climat de la ville là, au prochain Conseil de Paris, d'aider les propriétaires occupants très modestes à Paris qui ne peuvent pas participer à la rénovation de leur immeuble, à la rénovation énergétique. Donc on a repris d'ailleurs, et je voudrais saluer vraiment l'action de la Fondation Abbé Pierre, on a repris une proposition pour notre nouveau plan climat, c'est le zéro reste à charge pour les propriétaires occupants très modestes. Donc en plus des aides de l'ANA, en plus des aides de l'ANA, les aides de la ville de Paris vont permettre à ces propriétaires occupants modestes, dans les années qui viennent, d'avoir un zéro reste à charge pour qu'il n'y ait aucun propriétaire occupant très modeste qui soit dans l'incapacité d'isoler son logement. Donc ça, c'est ce qu'on fait, je dirais, à long terme. Et évidemment, la question du rythme de la rénovation et des décisions, malheureusement, du gouvernement de sabrer dans les crédits à la fois des collectivités territoriales, et ça, c'est la question des services publics, mais aussi de la transition écologique. Quand on sabre le budget qui est réservé, par exemple, à MaPrimeRénov', qui va aller aider les copropriétés parisiennes, et on a eu des augmentations significatives du côté de l'ANA, mais malheureusement des annonces là récentes du gouvernement qui annoncent des restrictions budgétaires sur un programme aussi important, on sait qu'on va avoir de plus en plus de difficultés. Peut-être des mesures de plus court terme et de moyen terme, parce qu'effectivement, il faut aider dès maintenant les ménages qui sont dans cette situation-là. On a mis en place un SLIM, un service local d'intervention pour la maîtrise de la demande d'énergie. Donc en gros, on a formé avec les équipes de la direction de la transition écologique et du climat, que je remercie parce qu'elles sont présentes dans la salle, on a formé un réseau de signalants à Paris pour signaler ces situations, mieux accompagner les ménages en situation de précarité énergétique, les accompagner vers les aides auxquelles elles ont droit, pour qu'il n'y ait pas de non-recours sur les aides sociales auxquelles on a droit quand on est en situation de précarité énergétique, et pour les orienter parfois sur la nécessité de faire des petits travaux au domicile, réparer des fenêtres, réparer des radiateurs qui ne marchent plus, aider, accompagner ces ménages. Donc on a mis en place, pour les aider sur les petits travaux, ce qu'on appelle le bricobus. Voilà, c'est pour les petits travaux d'intervention au domicile de ces ménages. Et donc ça aide concrètement. Et il y a des financements derrière, hein. Évidemment, la ville de Paris soutient très fort ce type de dispositif. Et ça nous permet de lutter contre la précarité énergétique. Juste un dernier point sur la question du parc privé à Paris. On a 1 million de logements à rénover à Paris d'ici 2050 pour être sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat de rénovation. Et donc, on a une partie très importante qui est dans les copropriétés parisiennes, en plus des 250 000 logements dans les logements sociaux. Et donc là aussi, on a pratiquement quintuplé les moyens financiers pour aider ces immeubles à mieux s'isoler. C'est un défi qui est très important, mais on a besoin du soutien de l'État et du soutien du gouvernement pour qu'on puisse accélérer le rythme des rénovations pour des raisons climatiques, mais aussi pour des raisons sociales, pour des raisons de santé publique. Parce qu'encore une fois, c'est très clair et on le voit sur le territoire parisien, ceux qui sont en première ligne
exposés au changement climatique et en particulier exposés aux canicules ou au froid l'hiver, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les personnes en situation de précarité énergétique, de précarité même tout court, et nous avons besoin de les aider aujourd'hui, maintenant, et de déployer un certain nombre d'aides, à la fois dans le court terme, le moyen terme et le long terme. Merci Dan. Avant de passer à la rénovation énergétique, vous avez fait une très bonne transition. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir sur la question des prix d'énergie qu'on a mentionné tout à l'heure. Non, sur les prix, juste un dernier mot. Je serai très très brève parce que du coup vous avez commencé l'échange. Alors moi, on est tout à fait favorable aussi à une tarification sociale, c'est-à-dire vous payez beaucoup moins cher au premier kilowattheure et puis plus votre consommation augmente, plus vous payez cher parce que ça, là pour le coup ça aligne aussi avec les pratiques écologiques. Après attention parce qu'en fait en fonction de la taille de votre logement, de la taille de votre foyer, de son isolation, etc. Si c'est mal calculé, on peut se retrouver avec des effets de bord très importants parce qu'il y a des gens qui consomment beaucoup. Mais c'est pas de leur faute, c'est-à-dire que c'est des familles nombreuses où ils sont dans des passoires énergétiques, où ils sont en ruralité. Enfin, je veux dire, il y a quand même, on s'est rendu compte quand on essayait de déposer des amendements, bon, que ça faisait l'affaire pour avoir une première discussion, mais qu'en réalité, travailler les critères justement de consommation est très très important pour pas se retrouver avec quelque chose qui est complètement foutu de travers et qui pénalise encore des gens précaires, par exemple. Ça pourrait arriver parce qu'effectivement, le bâti est tel qu'il est, il est isolé tel qu'il est, il a la surface qu'il a en fonction des lieux de vie, etc. Et ça, c'est pas forcément des gens qui ont des modes de vie somptuaires, qui sont obligés de chauffer plusieurs pièces en fonction de là où ils résident et de la taille de leur foyer et de l'isolation du logement. Ensuite, juste pour revenir une dernière fois sur les prix de l'énergie, de l'électricité notamment. Alors, c'est marrant parce que je vais juste vous apporter un peu la contradiction, mais un tout petit peu parce que je ne veux pas faire une polémique. Mais vous avez dit vous-même que vous considérez que c'était important pour les entreprises françaises de bénéficier des tarifs proches du coût de production français parce que c'est plus compétitif et ça rend effectivement la France plus compétitive. On est entièrement d'accord. Sachez d'ailleurs que les TPE et PME ne demandent que ça, de bénéficier d'un tarif encadré proche des coûts de production, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Sachez aussi que les associations de consommateurs demandent aussi le retour au tarif réglementé de vente de l'électricité proche des coûts de production. On les a vus encore aujourd'hui. Et peut-être une dernière chose, oui bien sûr on a besoin d'importer. Et c'est bien pour ça que j'ai précisé qu'on était le premier exportateur net d'électricité d'Europe, c'est-à-dire que bien sûr qu'on a besoin d'importer, mais personne ne va refuser nous vendre de l'électricité. Je veux dire, si on arrêtait d'échanger avec nos voisins, c'est nos voisins qui seraient en blackout. Donc, je veux dire, c'est quand même le seul domaine sur lequel vraiment la France n'a pas à subir cette situation. Et si je suis profondément pro-européenne, je sais aussi que cette situation bénéficie plus à certains de nos voisins qu'à nous-mêmes et que si ce prix de l'énergie est calculé au niveau européen, ça aide aujourd'hui, par exemple, très concrètement, l'Allemagne qui, là, pour cet hiver, va avoir des prix énergétiques délirants. Et à un moment donné, il va falloir se poser la question, à partir du moment où on n'a pas les mêmes choix énergétiques, où on ne décide pas pour les autres, et c'est tant mieux, de ce qu'on fait, comment on le fait, à quelle vitesse on le fait et quelle est notre politique de développement de nos énergies, de nos économies d'énergie, d'aide des ménages modestes, etc., je considère qu'effectivement, et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas échanger avec nos voisins, il n'y a aucun souci là-dedans, mais qu'on est complètement en mesure de reprendre la main. Et honnêtement, c'est une urgence absolue. C'est une urgence absolue. J'attends encore les chiffres du médiateur de l'énergie, mais pour reparler des entreprises, le niveau de défaillance des petites entreprises aujourd'hui est absolument record. Alors certes, l'énergie n'est pas la seule raison. Néanmoins, je pense que c'est une fraction conséquente aussi de certaines défaillances. On l'a vu dès 2022. Et comme on l'a dit, on a brossé un tableau qui est catastrophique. Moi, je ne veux plus aller voir des gens qui sont obligés de faire des crédits à la consommation pour payer des factures d'électricité. Ce n'est pas possible. En fait, ce n'est plus possible. Donc, c'est une solution d'urgence qui, pour moi, en plus, est justement sur l'électricité totalement réaliste. Et je m'arrête là sur les prix. Et on peut passer à la rénovation si vous voulez. Je ne sais pas si j'enchaîne ou je vous laisse. Non, ce n'était pas sur les prix, c'était sur la tarification sociale. Je partage ce qui a été dit. L'avantage de la tarification sociale, c'est d'avoir un système national et un système clair et qui évite justement d'avoir le FSL, d'avoir des aides éventuellement de CCAS, de SIAS pour payer quelques factures parce que les gens sont en difficulté. On a tous vécu ça quand on est élu local, on a une multiplicité en tout cas d'aides, on ne sait plus, on n'y voit plus grand chose, on ne sait plus qui touche quoi et qui bénéficie de quoi quelque part parce qu'il y a plusieurs structures qui peuvent intervenir, y compris quelques fournisseurs d'ailleurs, qui peuvent aussi supprimer des factures ou réduire quelques factures sur certaines conditions. Donc l'avantage
c'est d'avoir un système clair, mais c'est vrai que derrière, il faut trouver le bon système, parce que c'est comme pour l'eau. L'eau, effectivement, c'est pas parce que vous consommez pas beaucoup que vous êtes un petit consommateur et on ne peut pas le faire forcément nombre de mètres cubes, sinon ça veut dire que toutes les résidences secondaires bénéficieraient d'une tarification sociale. Il faut faire différence entre le prix de l'eau de l'assainissement et effectivement l'abonnement. Et c'est vrai que les collectivités qui se sont saisies de ce sujet-là, malheureusement pas assez, ont apporté leur propre réponse. Voilà, c'était ce qu'on avait fait, le constat, c'est qu'aujourd'hui, chacune avait essayé d'avancer en tout cas sur un système correspondant à son territoire, mais qu'il n'y avait pas une solution qu'on pouvait en tout cas généraliser sur l'ensemble du territoire français. C'est peut-être aussi quelque chose qu'il faudra regarder sur l'énergie. Et puis j'attends donc pour revenir sur la rénovation, parce que j'aurai quelques petits points effectivement de précision à apporter. Eh bien, passons à la rénovation alors, pour faire un petit topo sur la politique de rénovation qui est effectivement la priorité, puisque c'est la solution durable, écologique, qui permet de sortir les ménages de la précarité énergétique, en tout cas de les mettre à l'abri sur le plan énergétique. On est dans une année de réforme de nos aides à la rénovation qui a permis quand même depuis le début de l'année un bien meilleur financement des travaux de rénovation, notamment pour les personnes modestes, avec des financements qui sont enfin à la hauteur des besoins, avec des plafonds de travaux qui correspondent plus ou moins maintenant, enfin en tout cas sont plus réalistes par rapport aux devis que nos partenaires voient sur le terrain. Mais il y a un mais. Toujours très peu de rénovation globale. Il y avait l'année dernière 570 000 rénovations qui ont été subventionnées par l'État. Seulement près de 70 000 rénovations sont réellement globales et donc sont des rénovations qui vont être performantes, parce que sinon c'est des petits gestes, des changements de fenêtres, un changement de chaudière qui n'a pas d'effet vraiment concret sur la facture des ménages ni sur la protection de leur santé. Il y a un objectif formulé par l'État qui est de 600 000 rénovations globales par an d'ici 2030. Donc on se demande bien à ce rythme-là comment on va y arriver. C'est aussi à mettre en parallèle ces chiffres-là avec les chiffres de la lutte contre l'habitat indigne, puisque on a 600 000 logements indignes en France, qui sont des logements très dégradés, mais qui sont aussi, du coup, des passoires énergétiques, souvent habités, souvent les pires passoires finalement, habités par des ménages souvent très fragiles. L'année dernière, seulement 14 000 rénovations de logements indignes sur 600 000, à mettre en relation avec les 570 000 rénovations subventionnées par l'État. Et puis, comme je disais, encore trop de petits gestes. Baisse aussi des crédits annoncés dans le plan de loi de finances, alors qu'on a des objectifs très ambitieux. Finalement, à côté de ça, l'ambition, en tout cas budgétaire, ne suit pas, qui ne permet pas non plus de donner un cap nécessaire à la fois aux entreprises, mais aussi aux ménages, une stabilité nécessaire pour se lancer dans des travaux de rénovation qui peuvent être très lourdes. Et puis, une mise en danger aussi de toutes parts, avec la montée de l'extrême droite notamment, mais pas que, avec la remise en question du calendrier d'obligation de rénovation des passoires thermiques. On sait que les locataires n'ont pas la possibilité, évidemment, de faire de travaux chez eux, sont souvent prisonniers de passoires énergétiques qui coûtent très cher. Et donc cette obligation de rénovation progressive qui doit être mise en place à partir du 1er janvier 2025, qui forcerait en tout cas qui ferait peser une obligation sur les bailleurs à partir de janvier 2025 sur les passoires classés G, ensuite sur les F à partir de 2028 et enfin en 2034 sur les E. Aujourd'hui est remise en cause. Il y a aussi un gel des loyers depuis 2022 qui est très connu, qui, on le sait, est assez mal respecté. On a des témoignages qui nous sont remontés de beaucoup de locataires qui sont victimes d'augmentation de loyers abusives. Et puis également, on en parlait tout à l'heure, de l'adaptation des logements aux vagues de chaleur qui ne sont pas assez prises en compte dans les rénovations subventionnées par l'État. L'année dernière, seulement 50 rénovations globales ont bénéficié de gestes de rénovation qui permettent le confort d'été, donc des brasseurs d'air, des occultations solaires, donc on voit bien qu'on n'y est pas du tout. Et donc voilà un petit peu l'état des lieux, ce qui va nous permettre de débattre un petit peu de la façon dont on va arriver à atteindre nos objectifs au niveau des rénovations globales. Et je vais m'adresser à vous, Fatouma, à nouveau, vous demander un peu les freins auxquels vous vous confrontez sur le terrain lorsque vous demandez aux bailleurs de faire des travaux. Et puis, est-ce que ce calendrier d'obligation à venir, qui devrait être effectif à partir de janvier 2025,
ainsi que le gel des loyers des passoires qui devrait être effectif. Est-ce que c'est un argument efficace, suffisant pour demander aux bailleurs de faire des travaux? Alors, nous, effectivement, en ce moment, je vais prendre l'exemple sur Aubervilliers. C'est que c'est un bailleur social d'à peu près 8000 logements et il y a beaucoup de logements passoires ou de logements qui sont à réhabiliter. Donc, on a la chance d'avoir un projet en vue sur la ville, donc pour les rénovations. Donc, c'est une chance, mais il y a aussi ses inconvénients. C'est que le bailleur, quand il y a des petits travaux à faire, oui, ça va être fait dans le cadre de l'ANRU, il va avoir les réhabilitations, les rénovations, mais il ne parle pas du temps en fait, parce que c'est des rénovations, mais qui aboutissent dans 10 ans. Alors que le locataire paye ses loyers, paye ses charges, et il veut être chauffé maintenant, c'est pas dans 10 ans. Donc, c'est une lutte quotidienne en fait, en attendant que les travaux se fassent. Ben, nous, ce qu'on attend, on veut être chauffé maintenant. Donc, c'est une lutte au quotidien parce qu'une personne seule n'y arrive pas, tout simplement. On peut envoyer des mails, des messages, des vidéos à l'appui, des photos à l'appui. Le bailleur ne réagit même pas. On n'a même pas l'accusé de réception. Donc, mais quand on organise ces locataires dans une lutte collective, là, le bailleur se dit « Ouh là là, il faut vraiment que là, j'interviens ». Donc, en s'organisant et en créant un rapport de force avec le bailleur, on arrive à obtenir des petites victoires qui sont pour certains un relogement d'urgence parce que le logement est complètement indécent. Et pour d'autres, on arrive quand même à avoir des petites rénovations d'urgence qui peut être comme le changement des fenêtres, par exemple, ou bien des petites isolations par l'intérieur. Mais après, sur le problème des rénovations énergétiques, parce que ça, il le faut. En soi, ça ne devrait même pas être un problème parce que c'est ce qu'il faut. Mais ce qu'on constate, c'est que les nouveaux logements ou les logements qui vont être réhabilités, ce n'est pas forcément pour les locataires qui quittent ces logements. Et ça, c'est un vrai problématique parce pour ma part, j'ai ma barre qui va être détruite. Donc, ça fait 1 an qu'on doit être logé, mais finalement, on est en retard parce que le bailleur propose des logements qui sont encore plus indécents que ceux qu'on quitte. Et les nouveaux logements qui vont être rénovés ou bien qui vont être reconstruits, c'est plus des logements sociaux parce que depuis la loi Elan, on ne construit plus de PLAI. Donc, c'est plutôt de logements intermédiaires ou de l'accession à la propriété. Donc, ce n'est pas forcément pour les locataires précaires ou qui ont ces problématiques énergétiques parce qu'eux, on leur met dans d'autres logements qui, plus tard, peut-être seront rénovés, mais pas pour ceux qui quittent. Donc, c'est pour ça la rénovation énergétique, c'est nous, en tant qu'association, quand les gens ils viennent nous voir et qu'on en parle, ça leur fait peur. Parce que pour certaines personnes, on leur dit de quitter leur quartier par des déménagements. Ça va être rénové. Les logements vont gagner en confort, mais ce n'est pas pour eux. Donc, c'est pour ça que les gens sont très mitigés. Quand on leur parle de rénovation énergétique, ils sont très mitigés et ça fait peur. Après, pour ce qui est du gel des loyers, vous l'avez expliqué, vous l'avez très bien dit. Depuis 2022, il y a une loi qui est en vigueur, mais ce n'est pas respecté. Nous, à Aubervilliers, le bailleur, tous les ans, on subit une augmentation de 3,5% au maximum. Au 1er janvier encore, notre maire, qui est présidente de l'office, a décidé de refaire une augmentation de 3,5%. Malgré qu'il y a plein de projets de rénovation urbaine parce que les logements sont indécents, malgré qu'il y a des logements qui sont en destruction, on va quand même subir une nouvelle augmentation de 3,5%. Donc, moi, ce que je dis, c'est que oui, aux rénovations énergétiques, c'est ce qu'il faut, mais attention au social. Parce que les gens, les gens sont heureux, mais ça ne sera pas pour eux, en fait, la problématique. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, mais les gens sont heureux que le quartier soit rénové, heureux que les logements gagnent en confort,
mais on sait d'office que ça ne sera pas pour eux, parce que pour pouvoir rénover ou détruire pour reconstruire, eux, ils sont obligés d'aller ou bien dans des logements tiroirs ou bien déménager ailleurs. Et ce qu'ils trouvent ailleurs, en général, c'est encore les mêmes problématiques, parce qu'avec la gentrification qui s'annonce, en général, ces personnes-là qui sont déjà très précaires sont repoussées encore un peu plus loin dans des logements encore plus indécents. Donc, c'est ce que je comptais souligner. Comment on fait pour que bénéficient aux plus modestes? Comment on fait pour que ces calendriers d'obligation soient respectés? Comment on fait pour que ce gel des loyers soit respecté? Et comment on fait pour atteindre nos objectifs de rénovation globale? Eh ben, nous, c'est la lutte collective. Comme on dit, une personne n'arrivera à rien faire, mais c'est la lutte collective. Nous, ce qu'on s'est organisé dans tous ces bâtiments qui vont en destruction, c'est que tant qu'on n'a pas de logement décent qui correspondent à nos compositions familiales ou à notre budget, eh ben, on ne déménage pas. Ben, il faut savoir que là, dans le cadre de leur rue, toutes les premières propositions qu'il y a eu, 90% ont été refusées. Et du coup, on n'avance pas, le planning est rallongé. Et au bout d'un moment, le bailleur va devoir se mettre à table avec les premiers concernés et avoir une réelle discussion. Parce que pour l'instant, on est écarté de toutes les discussions, en fait. Pourtant, il y a des lois, hein, c'est bien encadré. Hein. Mais par rapport au logement, avoir un logement digne ou un logement décent, pour l'instant, on a l'impression qu'on n'a pas notre mot à dire, en fait. Il faut qu'on subit, on n'a pas nos mots à dire. Merci. Des réactions, des réponses, des propositions? Peut-être des choses qui vont être redites pour venir sur les DPE. Peut-être, effectivement, vous avez fait référence à des propositions de loi sur le sujet. C'est ce qui permet d'identifier, en fait, par logement, la consommation, on va dire, d'énergie, pour faire un peu plus simple, avec un calendrier qui est de sortir un logement classé G+, c'est déjà le cas, et G à partir du 1er janvier 2025, etc., etc., pour arriver à ces fameux bâtiments bas carbone et logements bas carbone en 2050. C'est vrai qu'on se rend compte aujourd'hui qu'il y a à peu près, je crois, 250 000 logements, dont une grande partie à Paris d'ailleurs, qui sont encore G et qui ne sortiront pas de cette note, on va dire G, pour le 1er janvier 2025. Alors on a eu, effectivement, d'un côté, vous avez parlé de l'hémicycle, une volonté de carrément supprimer les DPE. Alors, c'est-à-dire que là, la rénovation énergétique, on n'en parle plus. Hein. Donc, c'est-à-dire qu'en 2050, enfin, ça sera peut-être plus là, moi, certainement pas, mais on parlera toujours de ce sujet-là. Puisque si effectivement il n'y a pas d'ambition et que derrière on ne se donne pas des échelles pour pouvoir avancer, on n'y arrivera pas collectivement. Donc, Dieu merci. Cette proposition de loi a été rejetée à l'Assemblée nationale, donc elle ne devrait pas aller plus loin, mais c'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même aujourd'hui, même au sein de l'hémicycle, des débats sur ce sujet-là. Pour avoir été rapporteur sur climat et résilience, des enjeux sur l'artificialisation des sols, etc., je peux dire que c'est quand même compliqué, que ça, systématiquement, on revient dessus sur ce que je considère être quand même des acquis et des avancées, et que c'est quand même un combat permanent. Alors, nous avons une deuxième PPL qui va arriver, proposition de loi, qui va arriver le 2 décembre de Bastien Marchive et Iñaki Etchanis. De ce que j'ai pu commencer à regarder, à travailler sur cette PPL, qui veut répondre en effet aux bâtiments collectifs, aux appartements, donc plus particulièrement, qui peuvent avoir en effet, lorsqu'il y a des travaux de collectivité, enfin de copropriétaires à prendre en compte, entre les assemblées générales et les décisions des PPT, plan pluriannuel des travaux, etc., et puis avoir un délai qui fait qu'au 1er janvier 2025, on ne sera pas forcément à temps, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas une volonté des propriétaires et de la copropriété d'avancer, mais en tout cas pour lesquels on peut considérer qu'il faut un peu plus de temps, parce que c'est plus compliqué quand vous êtes dans une copropriété que quand vous avez votre propre maison, pour faire des travaux lorsqu'effectivement les travaux de rénovation passent par des travaux de copropriété. Et c'est souvent le cas sur certains bâtiments. Donc cette PPL veut qu'on décrive quelque chose, qu'on travaille en tout cas sur ce sujet-là. Aujourd'hui, là où elle m'inquiète, c'est qu'en effet, elle reprend la notion de travaux, d'engagement de travaux, sans nous dire s'il s'agit d'un PPT ou d'autre chose. Donc ça, il va falloir qu'on le précise, je pense, juridiquement. Mais dit qu'à partir du moment où des travaux énergétiques, de rénovation énergétique, je peux commencer à tourner, ont été votés en Assemblée générale, le calendrier tombe. Mais il n'y a plus de délai.
Alors, on peut se dire qu'en permanence, on peut voter des travaux énergétiques et puis s'ils ne sont pas réalisés, eh bien, ça pourrait durer trop longtemps. Je crois qu'il va falloir qu'on la cadre là aussi pour pouvoir s'assurer derrière que quand il y a une volonté, il faut que ce soit réalisé. Voilà, il ne suffit pas de dire on a l'intention de faire des travaux, on le vote en assemblée générale de copropriété avec le syndic et puis que derrière rien ne se mette en place. Voilà, je crois qu'il faut quand même dire que si ce genre de décision est nécessaire, pourquoi pas, parce qu'il faut être aussi un peu pragmatique, on le prend en compte, mais il y a une deadline. Voilà, au bout d'un moment, il faut aussi qu'on puisse avancer. Et on aura toujours, et ça c'est compliqué parce que tel que le DPE aujourd'hui est calculé, c'est vrai qu'on a quand même un sujet sur les petites surfaces. J'ai eu des exemples, j'ai eu l'occasion d'aller régulièrement voir des calculs de DPE, des chantiers sur des petites surfaces de bâtiments plutôt haussmanniens sur lesquels, en effet, on ne peut pas forcément isoler par l'extérieur, on peut pas, voilà, il y a des choses qui aujourd'hui permettraient de gagner facilement 1 à 2 notes au niveau du TPE qui ne peuvent pas forcément être réalisées sur l'ensemble en tout cas des logements. Donc il faut qu'on regarde. Il y avait déjà des choses qui ont été prises en place sous forme d'arrêté du gouvernement lorsqu'il y a les bâtiments de France qui imposent certains types de travaux, enfin en tout cas qui interdit certains types de travaux, ou lorsque les travaux à réaliser dans l'appartement représentent plus de 50% de la valeur du bien, etc. Mais bon, je pense qu'il faut que ceci n'est peut-être pas suffisamment précisé, qu'il y a peut-être des choses à regarder là-dessus pour ne pas non plus sortir des biens qui peuvent être en très bon état, qui peuvent être très bien, mais dont on sait de toute façon que malheureusement, tel qu'est fait le mode de calcul du DPE, on ne pourra pas y arriver. Et aujourd'hui, je pense que notre DPE, ce n'est pas le moment de le changer tous les ans. Il a été changé sur les petites surfaces il y a quelques mois. Il n'est peut-être pas parfait, mais arrêtons de le faire évoluer tous les mois ou tous les ans, parce que sinon on ne va plus s'y retrouver, et sachant que derrière ça met en difficulté aussi les propriétaires, parce que si vous faites un DPE il y a 2 ans qu'il est TG, et que vous en faites un là aujourd'hui, et qu'on vous dit ben non, votre logement il est D, qui est responsable de quoi, quelle est la responsabilité, parce que derrière ça peut avoir un impact et puis des décisions quand même très importantes. Donc je crois qu'il faut aussi qu'on essaie d'avancer. On est un pays de ce côté-là quand même plutôt leader sur ces sujets-là de DPE au niveau européen, hein, même si tous les pays sont en train de s'y mettre. C'est vrai que tout le monde regarde un petit peu l'expérience de la France, même si c'est compliqué et qu'on sait qu'il y a des choses à faire évoluer sur ce sujet-là. Enfin voilà, donc ce que je pourrais vous dire sur les 2 PPL, et je pense sur la volonté, je pense qu'avec ma collègue ici présente, on sera assez vigilant pour s'assurer que derrière, on puisse avancer sur ça. Et rapidement sur le budget de MaPrimeRénov', oui, il y a des inquiétudes. Pas que sur celui-là d'ailleurs. Je n'ai pas compris si votre bailleur c'était un bailleur social ou un bailleur privé, mais peu importe. C'est vrai que le gouvernement s'était engagé aussi à mettre 1,2 milliard sur la rénovation des logements des bailleurs sociaux. Je pense que sur ce 1,2 milliard, on atteindra au maximum 400 millions au final sur 2 années. C'est-à-dire c'était 1,2 milliard sur 3 ans, on aura peut-être 400 millions sur 2 ans et puis ça s'arrêtera là. Donc il faut qu'on redonne des capacités financières aux bailleurs sociaux pour rénover. J'ai déposé des amendements avec certains de mes collègues aussi pour passer la TVA à 5,5 pour la rénovation pour les bailleurs sociaux, des choses qui ont été votées à l'Assemblée nationale. J'espère que ça sera retenu dans la décision définitive du projet de loi de finances, qu'on arrivera à avancer sur la RLS, voire la suppression de la RLS aussi, qui ponctionne 1,2 milliard, 1,3 milliard aux bailleurs sociaux chaque année. Ce sont des sujets, moi je n'ai pas de souci là-dessus, ça fait longtemps que je dépose des amendements et que je porte cette volonté d'avancer. Et sur les privés avec MaPrimeRénov', oui, il y a des inquiétudes. C'est vrai qu'aujourd'hui, si on regarde pour 2024, nous n'avons pas tout consommé de MaPrimeRénov', c'est ce qu'on me renvoie en permanence comme réponse de la part du gouvernement. Peut-être, certes, mais quand on passe les modalités d'attribution de MaPrimeRénov' au mois de mai-juin, c'est sûr qu'on perd déjà quasiment la moitié de l'année. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce début d'année, très peu de propriétaires sont allés déposer des dossiers parce qu'on ne savait pas entre monogeste, geste global, etc. Il y a eu beaucoup d'incertitudes. Bon, voilà. Un contexte un petit peu compliqué en début d'année sur les nouvelles règles d'octroi de MaPrimeRénov'. Et donc, on a perdu quand même pas mal de mois. Maintenant, j'espère qu'on va quand même stabiliser et qu'aujourd'hui, où il y a plutôt pas mal de dossiers, pas mal de travaux, que c'est en train de repartir, j'espère qu'il n'y aura pas une mauvaise idée encore au mois de janvier de la part du gouvernement de se dire on va peut-être encore recalculer, refaire des nouvelles modalités d'octroi de MaPrimeRénov' parce qu'on est reparti pour quelques mois d'attente et on sait que voilà, les propriétaires, chaque fois qu'il y a une incertitude, c'est comme ça, on attend de savoir par quoi on va être mangé et donc forcément après on n'atteint pas nos résultats.
Voilà, je laisse la parole à mes collègues. Peut-être juste un point de situation sur justement la situation parisienne. On a besoin vraiment d'un signal fort sur l'obligation de rénovation des passoires thermiques, parce que c'est vrai que le patrimoine parisien est constitué de beaucoup de dizaines de milliers de logements qui sont en classe F ou G. Et donc, quand on a des annonces de report de l'obligation de rénovation des passoires thermiques, c'est un signal qui est extrêmement délétère pour l'obligation de rénover auprès des propriétaires parisiens. Quelque part, c'est comme abandonner finalement les locataires dans les passoires thermiques, puisqu'il n'y aura évidemment aucune rénovation engagée par les propriétaires parisiens. Alors que ce qu'on constate, c'est qu'il y a quand même une très forte dynamique sur le territoire parisien. Je disais tout à l'heure, un quart des copropriétés parisiennes, donc un peu plus de 12 000 copropriétés parisiennes inscrites auprès de l'Agence parisienne du climat. Donc, et on a vu une augmentation des diagnostics faits par ces copropriétés parisiennes. Donc le préalable au scénario de travaux, on a multiplié par 4. Donc on a une très forte dynamique, mais en même temps une incertitude sur l'accompagnement qui a été, je dois le reconnaître, très fort de la part de l'ANA sur ma prime rénov copropriété, qui a très fortement augmenté. Mais là, on a une espèce de coup d'accordéon qui donne un très mauvais signal. Donc on a besoin aussi d'avoir des choix clairs de la part du gouvernement sur un enjeu qui concerne peut-être plus spécifiquement Paris. C'est les enjeux de conciliation de la protection du patrimoine et de la rénovation énergétique des logements à Paris. On a encore trop souvent des projets de rénovation énergétique qui sont ou stoppés ou freinés par les architectes des bâtiments de France, parce qu'on ne peut pas poser des volets sur un bâtiment alors qu'il y en avait 50 ans avant. On ne peut pas isoler, changer les toits, parce que 2/3 des toits de Paris sont en zinc. Donc c'est très beau le zinc, c'est magnifique le zinc, c'est le paysage parisien, etc. Mais 2/3 des toits en zinc, quand on sait que sur un toit en zinc qui fait 80 degrés en période caniculaire, et qu'une personne âgée, on va dire isolée, qui vit en dessous d'un toit non isolé, et on sait que c'est les populations les plus précaires évidemment, qui sont les plus vulnérables, à 4 fois plus de risque de mourir de chaud sous un toit non isolé, il faut qu'on aille un tout petit peu plus vite, en particulier sur les missions des architectes des bâtiments de France. C'est normal, leur mission, c'est la protection du patrimoine. Ils n'ont pas comme mission de préserver la salubrité des logements, la possibilité d'habiter et de vivre dans les logements. Quand il fait 50 degrés sur un toit en zinc, la nuit, dans le logement, il fait plus de 30 degrés. Et donc c'est invivable, évidemment, et ça pose des enjeux de santé publique. Donc là encore, on a besoin de choix un peu plus clairs de la part du gouvernement. Je dis ça parce que la ministre du tutelle des architectes des bâtiments de France, c'est la ministre de la Culture, et donc qui est une élue parisienne. Et c'est important aussi de redire qu'on a aussi des enjeux en termes de salubrité des logements, de possibilité de vivre et d'habiter dans ces logements, y compris l'été. Et c'est aussi de ça dont on parle aujourd'hui pour la Journée nationale de la précarité énergétique. Merci Dan. Alma. Peut-être une dernière chose. Effectivement, je partage le fait qu'on ne peut pas avoir... Enfin, la politique de la rénovation des logements, c'est censé être une politique absolument centrale du dispositif de l'action climatique de l'État. C'est vrai que ce stop and go qu'on a vu là cette année fait peur. Nous, on s'est battu pour supprimer la baisse des crédits d'1,7 milliard du coup dans l'enveloppe actuelle. On l'a gagné en commission des finances. J'ai le regret de vous annoncer qu'il n'y aura pas de débat sur la partie dépenses en séance, enfin bon, pour des questions, puisque la partie recettes a été rejetée là, juste avant que j'arrive. Donc on ne peut pas discuter des dépenses si on n'a pas validé des recettes. Et donc le Parlement se trouve dans une situation compliquée. Enfin, l'Assemblée nationale, on est dans une crise effectivement politique instable. Et donc du coup, c'est vrai que les signaux qu'on devrait envoyer, en tout cas sur le temps long, effectivement aux bénéficiaires de cette politique, et notamment aux propriétaires, sont pas les bons, y compris aussi aux entreprises, c'est-à-dire aux entreprises du BTP, qui, elles, partageaient pas. Alors après, elles disent ce qu'elles ont envie de dire aussi, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de fraudes, de malfaçons, etc. On a vu aussi des rénovations très très mal faites, un manque de contrôle à la base, et un phénomène inflationniste aussi qui se met en place quand il y a des aides massives du public, s'il n'y a pas de contrôle des secteurs économiques qui en bénéficient. Je connaissais sur les voitures électriques aussi, ça peut aussi mal tourner, donc il ne faut pas faire une confiance aveugle dans les forces du marché non plus. Néanmoins, les acteurs du bâtiment disaient mais nous on est prêts à rénover plus. Le problème c'est que voilà, on n'a pas de certitude sur là où on va. Si vous changez les budgets tous les ans, effectivement, si vous changez les critères d'attribution, ça marche pas.
Donc nous, on se bat pour qu'il y ait au moins à minima qu'on conserve le même rythme que l'année dernière, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc j'espère que sur ce sujet-là, le gouvernement va entendre raison sur la question des dépenses. J'en doute, hein, parce que là, c'est vraiment une politique de couper un peu partout tout ce qu'on peut, parce qu'il faut arriver dans les clous budgétaires. Bon, on avait trouvé des recettes, mais ça, c'est un autre débat. Donc oui, moi je suis très inquiète. Donc on se bat pour le rétablissement des crédits. Effectivement, quand on veut tuer son chien, on accuse d'avoir la rage. C'est-à-dire qu'effectivement, je suis d'accord avec vous. Déjà, si on décale de 6 mois la publication des critères, etc., c'est sûr que ça fonctionne moins bien. Et puis il y a aussi le reste à charge pour les rénovations globales qui reste énorme. Donc forcément, que vous le vouliez ou non, à un moment donné, si la marche elle est trop haute, elle est trop haute. Et même si vous êtes aidé, même si on augmente les aides, la marche elle est quand même trop haute. Et si les prêts à taux zéro se multiplient pas, enfin s'élargissent pas, là aussi on avait voté pour l'élargissement du prêt à taux zéro, bah, on va avoir des grosses difficultés. Donc non, moi je suis très inquiète pour la politique de rénovation des logements à l'heure actuelle, je le dis. Inquiète aussi pour la balance commerciale de notre pays, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est autant aussi... par exemple, on disait l'énergie qu'on ne consomme pas, c'est la meilleure énergie, mais juste aussi, si on avait tenu nos objectifs d'énergie renouvelable, on aurait 9 milliards en moins d'importation de gaz en 2022 sur notre balance commerciale. Enfin, c'est des choses aussi... concrètes, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle crise énergétique, enfin tout ça, ça se prépare et encore une fois, je préfère qu'on jette pas de l'argent dans les fenêtres mal isolées du bouclier tarifaire et qu'on se mette vraiment à des infrastructures qui nous permettent de sortir de notre dépendance et de notre vulnérabilité. Je voudrais revenir sur le logement social parce que ce que vous avez dit, c'est majeur. Moi, je le vois aussi dans ma circonscription, donc en Seine-Maritime. On a un énorme problème parce que les rénovations dans le parc social, c'est des très gros. Quand c'est des gros chantiers, c'est des gros chantiers. C'est soit on fait péter la barre, soit vraiment on rénove tout. Et donc, effectivement, en général, c'est des gens qui habitent dans leur logement depuis longtemps, qui ont des loyers dans le social et en plus depuis longtemps, donc des loyers relativement faibles, on va dire, par rapport au marché locatif, mais aussi par rapport au social quand vous rentrez dans un nouveau logement et que vous reconcluez un bail. Et c'est extrêmement problématique. Parce qu'en fait, du coup, on fait des rénovations, mais les gens, les 100 ménages qui habitent dans ces tours, on ne sait pas où elles vont. Et en fait, on observe un manque de coordination entre les villes, par exemple, où là, en ce moment, il y a plusieurs rénovations urbaines qui se font autour de la métropole de Rouen, et personne n'arrive à nous dire exactement où vont aller l'intégralité des gens. Et honnêtement, ça commence à faire peur, parce que s'il n'y a pas... Et ni combien de loyers ils vont payer, parce qu'on va leur proposer des logements, mais plus cher que ce qu'ils payaient avant. Alors, dans le neuf, rénové, c'est impossible, enfin, juste c'est hors des clous, ils n'ont pas les ressources. Mais on va aussi leur proposer des logements, comme vous disiez, soit beaucoup plus dégradés, soit des logements à peu près de qualité équivalente mauvaise de ce qu'ils habitaient avant, mais à des prix supérieurs parce qu'ils entrent dans un nouveau logement. Et ça, on n'en parle pas assez, et il n'y a pas de lissage des prix des loyers sur l'ensemble des parcs, et ça, c'est un vrai problème. Aussi pour la mobilité dans le social, moi, je vois plein de personnes âgées, par exemple, qui vivent dans des T4, des T5, qui disent « je paye trop cher ». Moi, je suis totalement OK pour aller dans un T3, qu'on me baisse mon loyer aussi, parce que je paye trop cher, j'ai une petite retraite. Mais en fait, les T3, si elles sortent de leur logement où elles sont depuis 30 ans, en fait, ils sont au prix de leur T4 ou de leur T5 dans leur logement où elles sont depuis 30 ans. Donc évidemment, il faut vraiment être une âme très très charitable pour s'amputer de 30 mètres carrés volontairement pour le même loyer, ça n'arrive pas. Et donc on a plein de logements qui sont bloqués comme ça parce qu'il n'y a pas de lissage. Et ça, c'est aussi très très important. On ne s'en sortira pas si le logement social perd sa vocation sociale, effectivement, parce qu'il faut amortir le nouveau parc et parce qu'on laisse les bailleurs sociaux dans des difficultés qui sont conséquentes. Ce que vous avez raconté, on le vit tous les jours, c'est-à-dire que c'est hallucinant la pression qu'il faut mettre sur des bailleurs pour réparer des radiateurs. Moi, je connais des familles, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas de chauffage. Ils payent le chauffage dans leur charge. Ça fait 7 ans. Des choses incroyables, de la moisissure du sol au plafond, et si on n'intervient pas, comme vous dites, en tapant du poing sur la table, il ne se passe rien. Et donc on se rend compte au bout d'un moment que probablement c'est que le modèle économique des logements sociaux commence à partir vraiment dans le décor, et là aussi, on ne peut plus se contenter de regarder et de dire, bon, c'est pas grave, non, il faut absolument qu'on réassume qu'on a un parc de logement social important en France, que c'est aussi quelque chose dont on est fier, qu'il faut se donner les moyens de l'entretenir et de le rénover, et pas avec des loyers qui vont sortir du cadre du social. Moi, dans certaines villes de ma circonscription, le prix de l'immobilier est tellement bas parce qu'il n'y a pas de travail que limite c'est moins cher de se loger dans le privé que dans le social. Vous imaginez Enfin bon, c'est un peu particulier. Jamais que c'est à Paris, c'est pas la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut absolument
réfléchir au prix du loyer et au lissage dans le parc social et investir beaucoup plus d'argent public que ce qu'on a fait. S'il y a une politique vraiment où on ne peut pas faire les frais d'économie, justement, je pense que c'est celle-là, parce que tout ce que ça va nous rapporter derrière, c'est absolument colossal. Et honnêtement, voilà, je suis atterrée, en fait, enfin, je le dis comme je le pense, c'est-à-dire qu'à la prochaine crise énergétique, on va redire « Ah, mais qui aurait pu prévoir ?» Enfin, c'est-à-dire que, voilà, on est dans un environnement géopolitique, je ne vais pas vous faire un dessin qui est compliqué, tout ça, en fait, peut encore rebasculer dans l'autre sens. Et à chaque fois, on va se dire « Ah, il faut qu'on investisse ». En 2022, on a réussi à réduire de force la consommation des gens de 10%, mais on a vu, en fait, comment on l'a réduit, c'est-à-dire en les forçant à se priver de tout. On devrait être capable aujourd'hui d'enclencher une vraie politique volontariste d'État qui ferait en plus marcher les commandes des entreprises françaises avec un contrôle pour pas qu'on n'ouvre pas la porte à tout et n'importe quoi, à des rénovations mal faites parce que Dieu sait qu'il y en a. Et pareil, sur la question des monogestes, pendant longtemps on disait il faut refaire des rénovations globales, on riait un peu au nez, genre oh, les idéalistes, les écolos idéalistes, ça coûte 3 fois plus cher. Sauf que moi aujourd'hui je vois quoi, je vois des logements sociaux, ils ont rénové les fenêtres, ça change rien. Ils doivent réintervenir du coup, parce qu'en fait ça suffit pas. Ou alors pire, des logements qui passent en pompe à chaleur alors qu'ils n'ont pas été isolés. Et alors ça, en termes de facture, donc je vous raconte pas le bordel, et même aussi en termes de chauffage. C'est-à-dire que si vous n'avez pas isolé votre logement, nous on nous dit, les logements sociaux en pompe à chaleur, dès que l'hiver est un peu rude, les chauffages montent à 13-14 degrés max. Après, vous êtes obligé de redémarrer la chaudière à gaz. Enfin, très clairement, c'est ça la réalité. Donc on aurait dû tout de suite ne pas avoir peur de l'obstacle, ne pas faire des petits pas après petits pas en disant que ça allait. C'est un défi immense, il faut le vivre comme tel. On a fait des chamboulements énormes dans l'économie sur d'autres sujets. Quand on veut, on peut. Il faut le prendre. En fait, je dirais, ce message, c'est le prendre vraiment au sérieux. Au sérieux de ce que ça représente pour les gens qui vivent dans ces logements, ce que ça représente pour le climat et ce que ça représente aussi, oui, pour notre balance commerciale et notre résilience. Voilà, je m'arrête là. Merci Alma. Il est 20h15. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Alors, il y a une question là-bas que je reconnais, Damien Barbossa, qui est coordinateur du collectif Rénovons. Bonjour, avocate. Merci beaucoup pour tout ça. Moi, je serais un petit peu plus alarmiste que vous sur la PPL qui arrive à l'Assemblée au mois de décembre. On a vu donc la tentative du Rassemblement national de simplement dégager l'obligation de rénovation. Néanmoins, il n'y a pas que le Rassemblement national. On a vu le secrétaire général de la FNAIM dans Petit Actu récemment déclarer que si la proposition de loi était adoptée en l'état, il ferait une recommandation aux propriétaires de mettre un terme au baux des locataires et de simplement leur donner congé. On peut donc anticiper un débat sec, sévère, lourd sur cette proposition de loi où je vous appelle, vous deux, à une grande vigilance parce que véritablement, on ouvre la boîte de Pandore avec ce texte-là. En l'état, effectivement, on peut discuter de quelques aménagements, quelques amendements. Néanmoins, on peut anticiper des amendements qui seront véritablement problématiques de la part d'autres groupes politiques. Et j'aimerais juste vous donner un chiffre. On a beaucoup parlé des locataires de passoires thermiques, on a peu parlé des propriétaires. Et le ministère de l'Environnement a publié des chiffres en février dernier qui montrent que 54% des passoires thermiques en location sont dans les mains des 8e, 9e et 10e déciles de revenus, dont 29% seuls dans les mains du 10e décile de revenus. On a donc un phénomène qui est plus qu'un phénomène de pauvreté, un phénomène qui est un petit peu plus qu'un phénomène inégalitaire. On a un problème de classe en la matière et je pense que ce serait bien de regarder ce phénomène-là comme ça. Merci beaucoup. Ouais, on va prendre plusieurs questions et puis on y répondra ensuite. Question là-bas. Merci Mathilde, qui a coordonné avec moi cette journée contre la précarité énergétique. Tout cela est grâce à elle. J'en profite pour lui dire merci. Bonjour, bonsoir plutôt. Aujourd'hui, pour éradiquer la précarité énergétique et puis bien sûr aller vers les objectifs de la loi climat, on est d'accord qu'il faut une rénovation globale et performante. Il y a eu donc ces travaux par geste qui sont, comme vous l'avez dit, inefficaces, puisque rénover, changer un système de chauffage sans isoler, ça ne sert à rien.
Il était prévu qu'en fin d'année, on arrête ce type de travaux et qu'on aille plutôt vers des rénovations globales et performantes. Or, aujourd'hui, la pression, on va dire, des artisans, des gens de la CAPEB, de la FFB, ce qui s'ensuit pour justement aussi garder des métiers. En fait, vous m'avez compris, il y a quand même c'est remis en question. Et en fait, je ne comprends pas, on fait un pas en avant, on en fait deux en arrière. Ça, c'est comme les 4 milliards en janvier 2024 qui sont devenus 3 milliards et qui deviennent 2 milliards 3. Donc, en fait, voilà, on recule et j'ai du mal à comprendre, en fait, cette politique un peu de l'autruche où on fait plein de conférences, on fait plein de choses, on parle beaucoup. Il y a des travaux qui se font, mais pas assez. Et donc aujourd'hui, il faudrait du concret. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer tout ça et aller dans le concret. Merci. Est-ce qu'on prend une troisième question avant de répondre? Je crois qu'on peut y aller. La troisième est là-bas. Oui, bonjour, donc Daniel Dubreuil, donc, je travaille pour le réseau Clair. Je vais mettre encore un petit clou dans le cercueil. Tout à l'heure, Madame Dufour, vous avez dit si ou lorsque la prochaine crise des prix de l'énergie adviendra. En réalité, elle est programmée, plus fort. Elle est programmée. Elle va arriver entre 2026 et 2027. Ce ne sera pas une crise des prix de l'énergie, ce sera une crise des factures de l'énergie. Donc je pense que Hélène a compris. C'est qu'aujourd'hui, on a une trajectoire de prix qui est plutôt à la baisse, on va dire, au niveau du marché, pas du tout au niveau des consommateurs, ça a été bien démontré. On a aussi, s'y superpose une augmentation tendancielle de la fiscalité sur l'énergie, ou plutôt un rattrapage par rapport à la situation pré-crise justement des prix de l'énergie. Vient s'ajouter dessus la 6e période des certificats d'économie d'énergie, où on va doubler en fait le volume, ce qui est un très bon mécanisme, hein, s'il n'était pas à ce point-là perverti par les acteurs du marché. Autre problème, le fait que ce soit un marché et des acteurs pas tout à fait honnêtes, et avec aucune régulation de la part du régulateur, hein, qui est censé être l'État, trop peu, hein, je ne vais pas être trop caricatural. Donc avec des fournisseurs qui font redescendre directement le montant sur le consommateur, donc en s'épargnant, hein, leurs obligations d'obliger. Par-dessus ça, on a le marché additionnel, le TS2 en fait, qui arrive, donc voilà, marché du carbone additionnel sur le logement à partir de 2027. Alors, pour les C2E, c'est plusieurs centaines d'euros par an en plus par ménage. Pour le TS2, c'est plusieurs centaines d'euros par an en plus par ménage. Puis après, il y a des phénomènes marginaux qui arrivent, comme les certificats d'économie biogaz, plus la trajectoire de la fiscalité. Donc cette équation de trajectoire pour les factures, au niveau de la Commission européenne, hein, ils appellent ça, c'est du même volume que la crise des prix de l'énergie. Et ça arrive dans 2 ans. C'est écrit. Voilà. Donc la question, c'est en effet, aujourd'hui, avec le niveau de précarité énergétique qu'on a, la plus que faible ambition des pouvoirs publics nationaux face aux problèmes, hein, de réduire la consommation d'énergie, quel que soit le moyen, plus cette série d'événements qui arrivent. Quand est-ce qu'on tire la sonnette d'alarme et qu'on se met vraiment à faire quelque chose de sérieux? Voilà. Alors, on a 5 minutes pour répondre à cet avertissement, cette ouverture de la boîte de Pandore dans cette proposition de loi qui arrive sur les obligations de rénovation, sur ce regret du un pas en avant, 2 pas en arrière sur l'engagement de l'État et effectivement sur le moment de sonner la sonnette d'alarme et y aller, quoi. Bon, je vais essayer rapidement sur les 2 premières, mais juste apporter une précision. On est entièrement d'accord que sur la PPL du DPE,
qu'il faut qu'on soit très prudent et qu'il faut qu'on garde le cap, parce qu'en effet, ce sont aujourd'hui les plus fragiles qui sont les plus malmenés, on va dire, ça comme ça, et qui se retrouvent dans cette situation-là. Si je vous en ai parlé, c'est bien pour dire qu'il y a des choses déjà dans la première version de la PPL telle que j'ai pu la lire qui, à titre personnel, déjà ne me conviennent pas. Voilà. Donc, on va être prudent et je suis déjà en train de préparer des amendements. Je pense qu'il y en aura d'autres pour essayer de cadrer, même s'il faut qu'on apporte une réponse pragmatique sur certaines conditions, parce qu'on peut aussi admettre qu'il y a dans les copropriétés un temps de prise de décision, de travaux, de rénovation qui fait que le 1er janvier 2025, ça c'est une réalité, on ne sera pas forcément au rendez-vous. Donc il faut qu'on trouve aussi des solutions, sachant que, comme j'ai dit au début, on est sur une trajectoire, c'est un cap qui est important à tenir. Voilà. Mais il faut qu'il y ait un bâton, il faut qu'il y ait une carotte, c'est MaPrimeRénov', il faut qu'il y ait un bâton, c'est effectivement le calendrier avec les DPE, il faut que les deux marchent en parallèle et soient en tout cas respectés autant que possible. Sur Madame, rapidement, je pense que le monogeste, oui, s'il est organisé et dans l'ordre correct, je pense que ça peut être positif. On a des gens, moi j'en ai plein, qui viennent me voir, qui me disent je voudrais commencer par faire, je n'ai pas l'argent pour pouvoir tout faire, mais je peux commencer par faire des petits travaux sur 2 ou 3 ans. Donc je pense que ça peut être intéressant à condition qu'on s'inscrive dans une durée assez limitée de 3-4 ans de travaux et que ça se fasse dans l'ordre correct. C'est vrai qu'il ne faut pas changer la pompe à chaleur si vous n'avez pas fait l'isolation des plafonds. C'est comme si vous conduisez avec la clim et le toit ouvrant de la voiture. Enfin voilà, on sait que c'est complètement absurde, mais je pense qu'effectivement, si c'est coordonné et si c'est dans un engagement à moyen terme, ça peut être intéressant. Je laisserai ma collègue, parce qu'elle connaît bien mieux que moi, répondre à la troisième question, mais juste vous dire que sur MaPrimeRénov', oui, il y aura aussi les C2E. Donc c'est vrai que l'ANA nous répond qu'au budget qui est prévu par le gouvernement, ils vont récupérer 1 ou 2 milliards de C2E qui leur permettra de faire face à toutes les demandes de travaux, etc. Bon, donc il va falloir quand même qu'on soit très prudent là-dessus. Et juste ma petite touche optimiste sur la réno, c'est que partout où on va, enfin moi je vois en tout cas beaucoup de jeunes, beaucoup d'innovation, beaucoup de volonté sur les professionnels des travaux de la rénovation et que eux aussi ils ont besoin d'avoir un cap et ils ont pas besoin qu'on ne les lâche pas en cours de chemin. C'est pour ça aussi que le calendrier, les moyens, tout doit être maintenu dans un moyen et un long terme parce que franchement il y a une vraie dynamique et ça je pense qu'il faut aussi le reconnaître et remercier beaucoup de jeunes en particulier, de start-up, tout ça. Vous n'avez qu'à faire tous les salons qu'il y a sur la réno, sur les copros, sur tout ça. Franchement, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place dans notre pays et on peut leur faire confiance pour nous aider à trouver des réponses. L'aide à l'apprentissage, vous faites... alors, toutes les embauches ne se font pas comme ça, mais en effet, l'aide à l'apprentissage, alors, à titre personnel, parce que je suis intervenu là-dessus, c'est surtout les contrats pro, l'aide à l'embauche des contrats pro qui m'inquiète beaucoup plus que l'aide à l'apprentissage, même si l'aide à l'apprentissage pour certaines entreprises, ça va être très compliqué. On pourra en reparler entre les contrats pro et les autres contrats. Juste un mot, juste un petit mot pour peut-être pour se donner un petit peu de courage quand même dans cet océan, pour vous dire... On a fait une grande étude poussée sur les rénovations énergétiques qui ont lieu dans le parc social de la ville de Paris pour constater s'il n'y a pas d'effet rebond, comme on a pu voir dans d'autres villes, d'autres métropoles, où après la rénovation finalement des logements sociaux, on a constaté une augmentation quand même des consommations d'énergie. Donc la première bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas eu cet effet rebond et que les rénovations que nous avons fait dans le parc social sont bien entendu des rénovations globales. Et la force de la ville de Paris, dans la puissance qu'on a mis sur le cadencement de la rénovation du parc social, a permis de tirer toute la filière. Parce que derrière, si on dit le chantier de la rénovation, c'est le chantier du siècle à Paris, il faut avoir une économie locale parisienne qui suive. C'est-à-dire des entreprises qui soient capables de rénover 5000 logements sociaux par an, de rénover toutes les copropriétés qui se sont engagées dans des... Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que on s'améliore dans ces rénovations, c'est-à-dire que les économies d'énergie qu'on a constatées, par exemple, sur la saison 1 qu'on a fait avec les copropriétés parisiennes, on avait en moyenne 35% d'économie d'énergie. Là, on dépasse les 50% d'économie d'énergie, voire les 60% d'économie d'énergie. Donc, on fait des rénovations qui sont qualitatives. Et donc ça, c'est très porteur d'espoir, je dirais. Et puis après, dernière chose, aussi sur la rénovation qui a eu lieu dans le parc social de la ville, c'est à peu près 400 € d'économie sur les factures d'énergie par an
pour les ménages dont on parle. 400 euros, quand on se dit que ça fait à peu près 40 euros par mois, donc c'est des économies d'énergie évidemment, comme les factures d'énergie ont augmenté avec les prix de l'énergie qui ont explosé, ça ne se voit pas tout de suite comme ça, mais ces 400 euros d'économie sur les factures évitées d'une certaine manière. Et donc quand on parle de la question du pouvoir d'achat, du pouvoir de vivre, pour les habitants les plus modestes, les personnes les plus modestes dans des villes comme Paris, c'est quand même des choses qui sont extrêmement importantes. Donc après, il y a les autres solutions pour mieux réguler encore les prix de l'énergie, que ce soit les questions de blocage des prix de l'énergie ou la question de la régulation, la tarification sociale. Ça, c'est des enjeux qui sont encore devant nous. Nous, on a une expérience sur la tarification sociale sur l'eau. On n'a pas fait ce choix-là à Paris parce que c'est plus compliqué à Paris d'avoir une tarification sociale sur l'eau. On a fait le choix d'avoir un prix très bas de l'eau. Quand on a remunicipalisé l'eau à Paris, on a repris le contrôle sur notre service public de l'eau et on a fait immédiatement baisser les tarifs de l'eau de 8%. Et là, on a commencé il y a seulement 2 ans à réaugmenter un tout petit peu de manière maîtrisée les prix de l'eau. Mais on a fait baisser ces prix de l'eau et on est en moyenne à 10% ou 15% moins cher que les autres opérateurs de services d'eau sur le territoire du Grand Paris, que ce soit le CEDIF, Sénéo ou d'autres concessionnaires sur l'eau. Donc on a fait ce choix-là et c'est un choix qui marche bien. C'est pas tout à fait transposable dans le domaine de l'énergie, qui est un domaine qui est beaucoup plus régulé, mais c'est la même idée, c'est que l'énergie, c'est un bien commun, qu'il doit y avoir une gouvernance démocratique et citoyenne aussi sur ces enjeux-là, qui sont des enjeux absolument vitaux pour les personnes qui sont concernées. Non, brièvement, pour répondre sur la proposition de loi du Rassemblement national et globalement les attaques qu'on voit venir. Effectivement, alors je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Oui, c'est un enjeu de classe. Oui, on répète à l'envi dans l'hémicycle les chiffres que vous avez donnés, que 3% des propriétaires bailleurs détiennent la moitié du parc en location. Donc à chaque fois, c'est toujours la même figure du petit propriétaire qui est invoquée, mais le petit propriétaire, statistiquement, n'est pas la majorité du genre non plus, en fait. Et donc du coup, j'ai envie de vous dire, il faudrait aussi que dans le débat public, ce soit quelque chose qui soit relayé davantage par les grandes chaînes de télé, parce qu'effectivement, on crée une figure du petit propriétaire étranglé par la transition écologique, qui existe par moment, mais qui est franchement pas la majorité. Et donc, du coup, ça nuit énormément à la compréhension du débat politique pour les Françaises et les Français qui regardent, qui s'informent aussi via la télé et qui ont l'impression effectivement que c'est ça la réalité. La réalité, vous l'avez dit, c'est beaucoup de multipropriétaires. En réalité, c'est statistique. Et du coup, nous, on le répète, et c'est vrai que c'est vraiment tout le talent du Rassemblement national, j'ai envie de dire, de défendre les riches tout en se faisant passer pour les défenseurs des classes moyennes. Enfin, c'est comme ça sur tous les sujets, mais en fait, c'est vraiment leur ligne politique, si vous creusez un petit peu ce qu'ils défendent économiquement, en réalité, c'est ça. Donc, nous serons là pour résister. Pour l'instant, on a bien résisté. Pour vous rassurer, la proposition de loi a quand même été battue à plat de couture, donc c'était pas non plus... voilà, mais effectivement, il y a des offensives. Le Rassemblement national a fait les voix qu'il a fait au premier tour de la législative. C'est effectivement, et à chaque fois qu'on se retrouvera au pied du mur parce qu'on n'a pas investi assez, et là je te fais la transition vers madame, parce qu'on attend, et au dernier moment on dit bon bah voilà, on n'a pas le choix, il faut reculer. Il faut reculer parce que c'est trop violent socialement, parce que ça coûte trop cher, on n'a pas envie de mettre l'argent. Parce que toutes les difficultés qu'on avait prévues, elles arrivent en même temps. Évidemment, c'est cette année aussi où on est en procédure de déficit excessif auprès de Bruxelles, etc., et on se retrouve au pied du mur, alors qu'on aurait parfaitement pu l'éviter. C'était une question de volonté politique. Oui, je crois effectivement que les temps sont sombres et qu'à mesure que ces phénomènes-là vont se reproduire, c'est l'écologie qui va céder en premier, le pouvoir d'achat des ménages modestes qui cède en premier. Et on le voit, on a réussi à répondre à la première offensive. Nous nous battons de toute manière contre tous ceux qui veulent dresser, en général, comme le RN le fait très bien, l'écologie et les classes populaires, parce qu'en réalité, encore une fois, c'est toujours pour les intérêts des mêmes qu'ils le font. C'est pareil sur les véhicules électriques, c'est pareil sur le transport en commun, c'est pareil sur tout ça. J'espère, voilà, je dis ça, je parle de narratif parce que c'est important. Le nouveau Front populaire notamment défend un narratif de l'écologie populaire, justement, de l'écologie des classes populaires, mais qui malheureusement est très peu relayé avec pas mal de mauvaise foi
des grosses chaînes télé que je nommerai pas. Et je vivais déjà ça quand j'étais gilet jaune et en même temps activiste écologiste, où je me souviens d'avoir fait des nombreuses manifs avec les gilets jaunes. Mais on nous présentait toujours comme des mouvements complètement antagonistes, et à la télé on montrait les gilets jaunes en train de détruire le Fouquet's, alors que la manifestation pour le climat à République se passerait alors qu'il y avait des gilets jaunes partout et qui étaient même sur scène avec nous. Mais voilà, ça a toujours été un discours aussi très utilisé de dire c'est l'écologie qui tape sur les pauvres, etc. Alors qu'en fait c'est plutôt les politiques. Et je fais ma troisième transition vers les propos c'est les politiques d'incitation par le prix qui génère effectivement cet effet délétère sur les classes sociales. Nous, moi je suis à la France Insoumise, là on a des divergences au sein du nouveau Front Populaire, on en a toujours eu sur la question d'augmenter les prix de certains biens dont on veut baisser la consommation, typiquement l'énergie. Je vais vous le dire très franchement, je suis absolument, et nous sommes absolument contre le projet de taxe carbone supplémentaire de l'Union européenne sur le chauffage notamment et sur le bâtiment, pour les raisons qu'on a évoquées en long, en large et en travers. C'est-à-dire que si c'était un bien élastique et que les gens avaient le choix, qu'il y avait une alternative autre qui se présentait à eux, qui pouvaient juste faire le choix de consommer autre chose. Pas du tout le cas. Typiquement sur la fast fashion, j'ai pas du tout le même discours. J'ai défendu des taxes environnementales sur la fast fashion parce que j'estime que le ratio écologie-sociale, on peut s'y retrouver autrement. Là, honnêtement, votre logement, voilà, il n'y a rien à faire. Vous n'êtes absolument pas maître du marché du logement, pas maître du coût d'une rénovation. Vous ne pouvez rien faire. Vous êtes prisonnier dans une passoire énergétique, vous êtes locataire, vous ne pouvez rien faire. On aura beau vous augmenter le prix de votre chauffage, ça ne changera rien. C'est encore moins élastique qu'une voiture. Et on voit déjà à quel point ça a créé des problèmes en 2019. Je pense très sincèrement, tout comme là sur le prix de l'énergie, de l'électricité, le droit européen doit être interprété avec souplesse. Moi, je pense que ce serait une idée absolument désastreuse si on fait imploser l'Union européenne. On s'y prendrait pas autrement, enfin honnêtement. Donc non, gardons cet argent pour investir dans les alternatives, dans la rénovation, et ensuite on verra. Et je suis très contente que vous dites qu'il n'y a pas d'effet rebond, ce qui veut dire que quand on rénove un logement, les gens n'en profitent pas pour surconsommer pour autant de l'électricité. Ils prennent les réductions de facture que ça leur laisse, quoi. Donc c'est bien. Merci. Pour conclure, Fatouma, peut-être un mot, et ensuite on devra se quitter, on a déjà un petit peu dépassé. Effectivement, moi je veux revenir sur l'intervention de la première personne qui disait qu'on a beaucoup parlé du locataire et pas des propriétaires. C'est vrai que nous, avec l'association, donc on a mené une petite enquête, et c'est vrai que 50% du parc locatif est détenu par 3,5% des propriétaires. Et il faut savoir aussi que par rapport aux propriétaires, il y a des propriétaires modestes qui ont besoin qu'on les aide pour leur rénovation énergétique, mais la plupart de ces propriétaires, c'est plutôt des propriétaires aisés qui refusent les rénovations énergétiques. Et on a deux exemples. Un, c'était des propriétaires modestes, qu'on a une petite copropriété sur Aubervilliers qu'on aide en ce moment justement pour obtenir la réhabilitation de leur logement. Mais on a aussi un exemple de propriétaires aisés qui refusent les rénovations énergétiques, et pourtant ce sont des riches héritiers. Donc ils possèdent 80 logements, c'est un bâtiment de 80 logements, et eux ils refusent. Donc et ils le disent clairement, nous ne faisons pas les travaux, pour eux c'est du profit, ça leur apporte de l'argent. Ils agiront une fois que l'État leur tapera sur les doigts, et ce qui n'arrivera jamais vu leur statut. Donc c'est vraiment compliqué en fait. Très compliqué avec ces propriétés, parce qu'ils se cachent même pas en fait, ils le disent clairement, non, nous on le fera pas. Et si les locataires ne sont pas contents, et qu'ils aillent ailleurs. Eux, vu toutes les problématiques de logement, ils retrouveront des gens dans le besoin qui prendront ces logements. Donc la question c'est, est-ce qu'on a envie de donner de l'argent public à ces propriétaires-là, quoi? Donc on aide les plus modestes, oui, mais les aisés qui refusent les rénovations, c'est une vraie réflexion que l'État, que nos députés doivent mener au sein de l'Assemblée. Donc il est temps qu'il y ait une réaction et que l'État agisse en fait sur ces propriétaires, parce qu'il y a beaucoup de riches héritiers que c'est non. C'est les premiers à parler de climat, de rénovation énergétique, mais pour leur propriété, ils refusent en fait. Et pourtant, ils se font beaucoup de profits. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à l'intervention de la première personne. C'est un point.
Juste pour rebondir là-dessus, il faut aussi effectivement aider les maires aujourd'hui, parce que vous savez, les maires ont le pouvoir de police sur les périls et l'insalubrité quand vraiment les logements sont extrêmement dégradés. Et j'ai connu ça dans ma circonscription. En fait, même pour un maire de mettre un arrêté de mise en péril et de faire les travaux, en fait, les propriétaires organisent aussi des fois leur insolvabilité et ça peut être un vrai parcours du combattant que d'aller du coup après chercher l'argent auprès de propriétaires. La loi est assez mal faite et on se retrouve avec des maires qui hésitent à prononcer des arrêtés de mise en péril alors que littéralement l'immeuble il est quasiment en train de s'effondrer parce qu'en fait il sait qu'après ça va être la croix et la bannière pour aller chercher. Ça existe vraiment, c'est-à-dire ce qu'elle dit c'est vrai, j'ai vu des choses incroyables où c'est des propriétaires qui ont plusieurs immeubles et qui laissent des immeubles dans des états voilà vraiment graves, mais en vrai ça existe vraiment, c'est pas de la caricature. On aimerait que ça en soit une. Des fois il y a des députés de droite qui me disent oh, vous faites du Zola, mais j'ai l'impression qu'ils se baladent pas assez en fait dans la vraie vie, parce que effectivement ce qu'elle décrit c'est tout à fait vrai et c'est une humiliation supplémentaire que de se voir répondre ça de la part de quelqu'un qui est censé par la loi ne pas faire ce qu'il fait, quoi. Merci beaucoup à tous les quatre, merci à vous d'être venus après votre journée de travail pour écouter tout cela. Merci à l'Académie du Climat de nous avoir reçus. N'hésitez pas à consulter leur newsletter aussi pour voir tous les événements qui sont organisés tous les jours. Et le combat continue.